Aujourd'hui, on va aborder un sujet complexe, la génétique. Je vais essayer de simplifier ça au maximum. On va voir comment la génétique peut influencer grandement le succès ou pas d'un régime sans produits d'origine animale. J'avais déjà abordé l'importance de la génétique dans un article appelé « On a toujours mangé de la viande, argument majeur » ou « Appel à la nature ». En effet, avoir un régime alimentaire basé sur des produits d'origine animale depuis des milliers d'années, voire des millions d'années, a eu des conséquences sur notre génétique. En dehors du fait d'être omnivore, c'est la teneur même de notre régime alimentaire, et notamment la part de produits d'origine animale, qui est fondamentale dans notre anatomie, notre métabolisme et l'objet de cette vidéo, la génétique. Ouais, il y avait peut-être déjà des individus qui refusaient de manger de la viande à l'époque. Mais ils ont pas dû faire long feu. Le corps humain, comme tout organisme, a tendance à aller vers la simplicité et considérer comme superflus certains mécanismes biochimiques lorsqu'il trouve ce dont il a besoin tout près dans la nourriture. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Beaucoup de nos apports nutritionnels doivent changer de forme avant d'être utilisés comme carburant par nos cellules. Et nos gènes jouent un rôle fondamental en produisant des enzymes qui aident à décomposer les nutriments dans une forme utilisable par notre organisme. Mais avant d'aller plus loin, abordons quelques rapides notions de génétique. Les gènes sont un fragment d'ADN qui correspond à une information génétique particulière qui code pour une protéine unique. C'est une très petite portion de chromosomes. Et chaque gène est également constitué de plusieurs fragments d'ADN. Chaque gène peut avoir des versions différentes que l'on appelle allèles. Ainsi, un chromosome peut être constitué de gènes identiques ou de versions différentes du même gène. Un gène provenant du père et l'autre de la mère. Le gène de la couleur des yeux ou des cheveux, par exemple. Mais entre deux personnes prises au hasard, on trouve environ 3 millions de différences dans l'ADN. Ces différences ponctuelles sont appelées SNP. C'est ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, couramment appelés mutations génétiques. Elles peuvent toucher une ou plusieurs parties d'un même gène. Ces mutations apparaissent au cours de l'histoire soit parce qu'elles apportent un bénéfice, soit au contraire parce qu'elles ne sont plus utiles. Et ce sont justement ces SNP qui sont fondamentales dans notre alimentation. Pour effectuer ce travail, j'ai utilisé le site mygenefood.com dont la plupart des informations proviennent. J'ai également utilisé le Wikipédia de la mutation génétique, snpedia.com, et le site selfdecode.com pour connaître la part de mutations dans la population européenne, mais également mondiale, car nous allons voir, il y a des grosses différences d'un continent à l'autre. Cette vidéo est loin de faire le tour de toutes les mutations génétiques qui impactent notre alimentation. Je me suis concentré sur les principales, c'est-à-dire celles qui dépassent 20% de la population. Mais la plupart tournent autour de 30%, vous allez voir. Sachant qu'une personne peut cumuler une, deux ou plusieurs mutations génétiques qui impactent l'alimentation, et pour eux c'est très très compliqué de se passer de produits d'origine animale. Je n'aborderai pas le sujet complexe de la génétique de notre microbiote qui fait que certaines personnes tolèrent de grandes quantités de fibres alors que d'autres personnes ne les tolèrent absolument pas. Et pour cause, nous n'avons quasiment plus de sécom, la partie des intestins qui est dédiée à la digestion des fibres. Ça aussi, c'est une conséquence de notre alimentation passée. Comme nous le verrons, la plupart de ces mutations génétiques concernent des nutriments qui doivent être convertis quand ils ne sont pas directement utilisables par notre organisme. Commençons par un des problèmes les plus connus car il a été mis en avant par les travaux de Denise Minger, une ex-végane, les problèmes de conversion de la provitamine A en vitamine A. Si certains ne le savent pas, on ne trouve de la vitamine A que dans les produits d'origine animale. Dans les végétaux, on trouve un précurseur appelé bêta-carotène, provitamine A ou encore prorétinol. Et pour être utilisé par notre organisme, il doit être converti.
Concernant la vitamine A, c'est le gène BCO1 qui est impliqué dans la conversion de la provitamine A. Il existe 2 mutations génétiques qui peuvent altérer jusqu'à 69% la conversion de la provitamine A chez ceux qui cumulent les 2 mutations. Quand on regarde la première mutation, la forme normale AA n'est présente que chez 32% de la population européenne. AA veut dire que l'individu présente les mêmes allèles sur les 2 parties du chromosome en X. Rappelez-vous l'image qu'on a vue précédemment. La forme contenant au moins l'allèle T présente une réduction de la conversion. Évidemment, les formes contenant les 2 allèles T ont la moins bonne conversion. Pour la deuxième mutation, la forme normale est CC. Les formes présentant l'allèle T sont les formes présentant là aussi un défaut de conversion et touchent 54% de la population. Et là où cela se complique, c'est que les 2 mutations se cumulent, ce qui conduit à environ 40% des Européens ayant des problèmes de conversion. De plus, la conversion n'est déjà pas bien efficace à la base. Elle varie de un peu moins de 4 à 28 pour 1. Ce qui signifie qu'il faut entre 4 et 28 parts de prorétinol A pour 1 part de vitamine A. De quoi frôler une indigestion de végétaux. Alors le réflexe serait de dire « mais il n'y a qu'à en manger plus !» Effectivement, c'est ce qu'on voit dans toutes les pages véganes. Mais il semble y avoir un effet de seuil. Une étude a montré qu'en doublant les doses de provitamine A, on augmentait seulement de 36% la dose de vitamine A dans le sang. On observe un phénomène assez connu qui entraîne la baisse de conversion en fonction de l'augmentation de la dose. Ces résultats ont été confirmés par une étude danoise de 2015, où il a été mesuré chez des végétaliens qu'ils avaient en moyenne 2 fois plus de provitamine A dans le sang que les omnivores, mais 1,6 fois moins de vitamine A dans le sang. La vitamine A joue 3 rôles majeurs dans notre organisme. Le plus important, la vision, d'où son nom de rétinol. Ensuite, elle va participer à la multiplication des cellules qui vont former notre tissu épithélial, qui protège entre autres la surface de notre corps. Elle est également fondamentale pour la croissance des enfants et des nourrissons. Elle a aussi un rôle d'antioxydant empêchant des substances nocives d'attaquer nos cellules. Et enfin, dernier point très important, elle joue un rôle fondamental dans notre système immunitaire. Passons maintenant à la vitamine D. La vitamine D maintient des niveaux de calcium adéquats dans notre organisme en aidant à les fixer dans les intestins. C'est la combinaison de la vitamine D et du calcium qui aide à la solidité de nos os en augmentant la densité osseuse. Il existe 2 formes de vitamine D, la vitamine D2 d'origine végétale et la vitamine D3 d'origine animale ou végétale chez le lichen. C'est bon une salade de lichen. La vitamine D3 se synthétise également au soleil. Par contre, dans nos latitudes, il n'y a pas assez de soleil pour couvrir nos besoins. Il faut donc compter sur notre alimentation pour couvrir nos besoins en vitamine D. Les 2 formes de vitamine D sont biologiquement inactives et doivent être transformées par notre organisme pour être utilisées. L'ingestion de vitamine D n'est que le début. Nous décomposons ensuite la vitamine D brute en sa forme active appelée calcitriol. Ce processus de transformation de la vitamine D en calcitriol commence dans le foie puis se termine dans le rein. Le problème, c'est que c'est la forme D3 qui est la plus efficace pour maintenir un taux de forme active de vitamine D suffisante dans le sang. Il existe 3 polymorphismes qui impactent notre capacité à transformer la vitamine D dans notre foie. Un vegan qui aura un régime alimentaire pauvre en vitamine D, car basé sur sa forme D2 moins active, aura toutes les chances d'avoir des problèmes de densité osseuse et un risque de fracture plus élevé. Et c'est ce que semblent confirmer plusieurs études. Sur la première mutation, la forme GG voit sa conversion diminuer de 8% et la forme AG de -4%. Sur la deuxième mutation, la forme GG voit sa conversion diminuer de -10% et celle de -3%. Évidemment, elles peuvent se cumuler. Le troisième polymorphisme a moins d'impact, même s'il peut se cumuler aux 2 autres.
Je vais faire un rapide passage sur le DHA, car étant totalement absent des végétaux à part certaines algues, notre corps est tout simplement pas capable de le synthétiser de façon efficace, sauf chez certains peuples historiquement végétariens, qui ont un patrimoine génétique spécifique. Le fait de consommer du DHA présent en grande quantité dans le poisson a eu un impact fondamental dans la croissance de notre cerveau. Et c'est ce qui fait la différence entre nos cousins primates qui mangent de la viande, contrairement à ce que croient les véganes, et nous, humains, qui mangeons en plus de la viande, du poisson. Et un manque de DHA occasionne un vieillissement prématuré de notre cerveau. Pas de quoi prendre à la légère. La capacité du corps à obtenir suffisamment de DHA des plantes, comme les graines de chia et les noix, est déterminée par la génétique. Les acides gras oméga 3 à chaîne courte, comme l'acide alpha-linoléique, ALA, doivent être convertis en EPA et DHA à longue chaîne. Et à l'exception des peuplades indiennes historiquement végétariennes, qui disposent d'un patrimoine génétique différent, la conversion de l'ALA en DHA est très faible, allant de 0 à 5% selon les individus. Et les végétaliens qui ne prennent pas de complément de DHA sous forme de microalgues pensent couvrir leurs besoins en DHA en consommant de grosses quantités d'ALA. Mais le problème est que les aliments riches en ALA sont très souvent également riches en oméga 6. Et les oméga 6 sont transformés en acide arachidonique qui, à forte dose, peut être inflammatoire et cause de maladies comme les cancers. Abordons maintenant le rôle de la méthylation avec le rôle positif ou négatif des vitamines du groupe B. La méthylation est un processus métabolique vital. Il a lieu en permanence dans toutes les cellules de notre organisme. C'est un processus simple en apparence, mais qui permet à lui seul d'assurer une multitude de fonctions dans notre organisme, comme la production et la régulation de nombreuses molécules comme les neurotransmetteurs ou les hormones dans le cerveau, ou encore la détoxification de notre organisme via la production de glutathion, qui n'est d'autre que le plus puissant antioxydant de notre organisme. Un autre rôle fondamental est la dégradation de l'histamine dans nos intestins, mais aussi et surtout d'activer certaines fonctions dans nos gènes. On soupçonne les défauts de méthylation d'être à l'origine de tout un tas de pathologies, allant de l'autisme à la maladie d'Alzheimer, en passant par les troubles de l'anxiété, les troubles du comportement, les troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il est donc primordial d'assurer un bon niveau de méthylation dans le corps humain. Un défaut de méthylation cause également une hausse du taux d'homocystéine. Taux d'homocystéine qui, comme le rappellent les instances véganes, est fréquemment mesuré comme trop élevé chez les végétaliens. L'alimentation joue un rôle clé dans le processus de méthylation, en faisant appel notamment à des nutriments présents principalement dans les produits d'origine animale, comme la vitamine B6, la vitamine B2 et notamment la vitamine B12. Mais en plus de l'alimentation, la méthylation est étroitement liée à notre patrimoine génétique. En effet, il existe des dizaines et des dizaines de gènes qui codent tout autant d'enzymes qui sont nécessaires pour le processus de méthylation. Gènes qui, vous l'aurez compris, peuvent présenter des mutations génétiques. Et l'une des mutations génétiques la plus fréquente concerne le gène MTHFR. Elle code l'enzyme du même nom. Cette enzyme joue un rôle fondamental dans la transformation de l'homocystéine. Et une mutation de ce gène impacte tout le processus de méthylation. Il existe plusieurs mutations de ce gène, et elles peuvent toucher jusqu'à 50% de la population. Elle impactera uniquement ceux qui ne mangent pas de produits d'origine animale. En effet, la consommation de produits d'origine animale limite considérablement les effets d'un défaut de méthylation grâce aux effets de la vitamine B2, B6 et B12. A l'inverse, la vitamine B9 présente en grande quantité dans les végétaux, les légumineuses et les fruits à coque a, elle, un effet négatif qui peut être source de cancer. Nous allons aborder maintenant le cas de la choline. La choline ou vitamine B4 est un précurseur de l'acétylcholine, un neurotransmetteur utilisé dans le cerveau, impliqué dans la mémoire et les mouvements. Elle est également essentielle dans la construction de toutes les membranes de nos cellules. Récemment, on s'est penché sur les effets de la choline sur le cerveau. Sachant que les maladies dégénératives touchent des zones du cerveau qui fonctionnent avec l'acétylcholine. Jusqu'à une vingtaine d'années,
On considérait que la synthèse qui se faisait au sein de l'organisme était suffisante et qu'il n'y avait pas besoin de recommandations nutritionnelles. La synthèse de la choline fait appel au processus PEMT codé par l'enzyme du même nom. Mais plusieurs études ont montré qu'il existait des mutations génétiques qui impactent grandement notre capacité à synthétiser la choline et que par conséquent, seuls les apports nutritionnels devaient entrer en considération pour ces personnes-là. L'intérêt de ces études est relatif car, nous allons le voir, il y a des grandes disparités en fonction des populations et des continents. Par exemple, 90% des Européens sont porteurs de l'allèle T, dont 50% l'ont en double, contre seulement 30% des Asiatiques. Vous l'aurez compris, l'allèle T est associé à de moindres niveaux de l'enzyme PEMT et donc à une synthèse de choline moins importante. Une étude dont vous trouverez les liens, comme toutes les études dont j'ai citées, vous trouverez les références à la fin de cette vidéo, a soumis une population à un régime pauvre en choline. Et après quelques temps, 68% des personnes avaient un déficit en choline. Cette même étude conduite en Europe aurait donné des résultats encore pires. Abordons maintenant le cas de la L-tyrosine. Alors la tyrosine est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire que le corps humain est normalement capable de le synthétiser. La tyrosine est particulièrement importante, encore une fois, dans le cerveau. Elle est un précurseur de nombreux neurotransmetteurs et d'hormones telles que la dopamine. La synthèse de la tyrosine est impactée par une mutation génétique du gène TRD2. Non, non, pas toi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? N'importe quoi. L'allèle C est l'allèle de risque. Et qu'est-ce que cela engendre? Des problèmes de concentration? De stress? De capacité multitâche? Tout ça, on peut vivre sans, ou avec plutôt. Par contre, cet allèle est associé à un risque plus accru de schizophrénie. Tout de suite, ça fait moins rire. Cela implique donc que les personnes qui sont atteintes de cette mutation sont dépendantes de leur alimentation pour contrer les effets de cette mutation génétique. Et là, vous vous en doutez, les sources de L-tyrosine sont majoritairement des sources d'origine animale, à commencer par les produits laitiers. Là, on va aborder évidemment le chapitre de la vitamine B12. Et là, vous me direz, mais les véganes prennent des compléments alimentaires. Il n'y a pas de problème en vitamine B12. Si. La MTHR est une enzyme qui interagit avec la méthionine synthase pour assurer la production continue de méthionine. L'activité de la méthionine synthase nécessite de la vitamine B12, mais avec le temps, elle devient inactive. Il faut donc continuellement apporter de la vitamine B12. Et le problème, c'est qu'il y a une mutation génétique qui impacte cet équilibre entre la vitamine B12 et la production de méthionine synthase. Il faut donc dans ce cas fournir plus de vitamine B12 pour contrer ce problème. L'allèle de risque est l'allèle G et il est associé à une accumulation de l'homocystéine. Or, cet allèle est présent chez plus de 60% de la population européenne. Les Européens ne sont décidément pas faits pour être véganes. Mais le problème pour les véganes, c'est que c'est la forme méthylcobalamine qui est impliquée dans ce processus. Or, les compléments véganes de B12 contiennent de la cyanocobalamin. En effet, la vitamine B12 existe sous différentes formes. Les formes naturelles, qui sont essentiellement 3, et les formes de synthèse, la cyanocobalamin. Elles n'ont pas le même rôle. L'adénosylcobalamine et l'hydroxocobalamine sont les formes les plus courantes dans la viande, alors que la méthylcobalamine se trouve dans les produits laitiers en particulier. Alors je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà beaucoup plus longue que ce que j'aurais voulu faire, mais c'est un sujet qui est complexe et difficile de faire une vidéo de 5 minutes. Elle est essentiellement là pour montrer que non, si quelques personnes peuvent se passer de la viande, ce n'est pas le cas d'une grande majorité de personnes. Car là, nous avons vu des mutations génétiques qui touchent 20, 30, 40, 50% de la population. Le problème, c'est qu'on peut les cumuler, toutes ces mutations génétiques.
Alors il y a des populations qui sont plus capables que d'autres, parce que leur patrimoine génétique est différent, notamment les populations asiatiques, qui historiquement mangent moins de viande. Je respecte les véganes qui font ce choix dicté par leur sensibilité. Par contre, ce que je ne supporte pas, ce sont les véganes qui veulent à tout prix imposer ce monde. Nous ne sommes pas faits majoritairement pour être végétaliens. Si certains y arrivent, tant mieux pour eux, mais la plupart ne peuvent pas. Par exemple, en ce qui me concerne, je ne digère pas les légumineuses. C'est l'horreur. Et imposer ces croyances à coups de manipulation, de mensonges, d'études tronquées, non. La science est contre le véganisme. L'anatomie, la nutrition, notre métabolisme, la génétique et aucune instance sérieuse au monde, officielle, n'a jamais prôné ni le végétarisme ni le véganisme. Les instances qui sont citées sont des instances mineures, secondaires, souvent tenues par des pro-végétaliens. Elles n'ont aucune autorité en la matière.